Europe Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Avec jusqu'à 20h, le journaliste politique d'Europe 1 Jacques Serret, l'essayiste Maxime Yeddo, l'essayiste et ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe et l'enseignant et consultant Philippe Guibert. On l'a dit, Emmanuel Macron s'adressera aux Français mardi à 20h. Reprise des débats, nous, autour de la question sanitaire. On se demande, certains d'entre nous se demandent s'il va falloir tous s'injecter une troisième dose. Que doit-on penser de cette cinquième vague qui menace de plus en plus chez nos voisins allemands? C'est clair, la vague est arrivée à cause, et c'est les médecins qui le disent, à cause des non-vaccinés. Parallèlement, le débat sur le pass sanitaire peut à tout moment être relancé car il a été prolongé jusqu'en juillet prochain. Et puis on s'interrogera aussi sur cette comparution devant le Conseil de l'Ordre des médecins du professeur Raoult. Il a encore été question du oui ou non, j'allais dire, de l'hydroxychloroquine. Alors quand on parle effectivement de cette troisième vague, de cette cinquième vague et de cette troisième dose, je vais y arriver, cette troisième dose et cinquième vague, on entend également le Premier ministre Jean Castex qui s'exprime sur la reprise épidémique. On l'écoute. Nous nous trouvons face incontestablement à une reprise épidémique. Près de 80 départements connaissent une reprise légère mais réelle. La conséquence, je le dis ici, c'est que la situation dans les hôpitaux a cessé de s'améliorer. Nous comptons aujourd'hui 6800 patients hospitalisés pour cause de Covid, la France entière, dont 1100 en réanimation, et nous observons, là encore, une hausse des admissions depuis ces derniers jours. Voilà, Jean Castex qui a également, vous avez entendu cette séquence, dit, alors qu'Olivier Véran était juste derrière, le meilleur moyen, c'est de ne pas tomber malade quand même. Hein. Oui, Jeannette Bougrabe. C'est mieux, hein. C'est mieux de pas être malade. C'est mieux de pas être malade. Merci Monsieur de la Palice, c'est ça que vous voulez dire? Oui, parce que je trouve ça un peu triste, parce que quand on sait la situation dans laquelle sont les hôpitaux, que le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires, et notamment quand on voit qu'il y a eu des fermetures de lits, quand on voit un personnel médical qui est à bout, je parle pas de ceux qui refusent la vaccination, quand on voit des gens qui ne... Donc je trouve que le gouvernement est très décevant sur la question hospitalière. On a vu comment était c'est la Pitié-Salpêtrière ou la Riboisière des hôpitaux parisiens. Dès qu'il y a des crises, en réalité, comme il y avait la crise de l'épidémie de bronchiolite, en réalité, il n'y a jamais assez de lits de réa pour pouvoir supporter, en réalité, de lits de réa de pédiatrie, en fait, pour pouvoir assumer. Donc il y a un vrai problème de gestion. Et quand on sait qu'on a supprimé des lits, alors même qu'on était en pleine d'épidémie de Covid, il y a quand même des questions à se poser. Voilà, Philippe Guibert. Oui, mais je crois que la suppression des lits est liée aussi au fait qu'il y a des difficultés à recruter du personnel. C'est pas uniquement ça. On a une vision budgétaire, comptable de l'l'hôpital. C'est un désastre. C'est un désastre. Oui, mais les difficultés de recrutement aussi des soignants est tout à fait réelle. Et il faut dire que les conditions, là où je vous rejoins, les conditions dans lesquelles les soignants travaillent à l'hôpital, et ça date d'avant la pandémie du Covid, n'encourage pas. La pandémie n'a fait qu'aggraver les choses et les conditions de travail des soignants. Donc, on les a vus défiler dans la rue au moment de la réforme des retraites. Hein, donc ils sont devenus des héros. Bien avant, parce qu'ils étaient en grève. Ils étaient en grève au début du quinquennat Macron, quand Madame Buzyn était ministre de la Santé. Je pense que là, à ce moment-là, le gouvernement a raté une occasion de mener une vraie et profonde réforme hospitalière. Bon, alors on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, mais non, parce que c'est effectivement le personnel soignant, et vous avez raison de le mentionner, Jeannette Bougrabe. Mais en attendant, Emmanuel Macron, j'ai pas envie de poser la question sempiternelle de que va dire Macron quand il va s'adresser aux Français mardi à 20h. Mais cela dit, il va quand même être, Jacques Serret, il va quand même être beaucoup question du Covid-19, non? Rassurez-moi. Il va être surtout question du Covid-19, oui, dans la séquence où on est, c'est ce qui intéresse les Français. Après, je pense qu'il va aussi profiter de ce moment pour faire un point. Et il l'avait promis lors de son allocution du 12 juillet dernier. Il avait dit qu'il ferait un point devant les Français sur la situation économique, la reprise, les mesures engagées. Il devrait revenir, je pense, sur le revenu engagement jeune qui a été annoncé cette semaine. Et il l'a annoncé seulement par les réseaux sociaux, et c'est Jean Castex qui a fait le service après-vente, donc je pense qu'il va prendre la parole là-dessus. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le moment choisi finalement pour cette allocution. Mardi 9 novembre, à mon avis, ça n'a pas été choisi. C'est pas un hasard. Ça me rappelle quelque chose. En temps normal, vous savez, les conseils de défense sanitaire qui précèdent l'allocution, c'est le mercredi, c'est juste avant le Conseil des ministres. Et là, ce Conseil de défense sanitaire, il a été positionné dans l'agenda du président mardi matin. Il a été avancé d'une journée. Si on regarde l'agenda politique de la semaine prochaine,
Je pense que ça a été mûrement réfléchi. Lundi, c'est-à-dire que lundi, il y a le débat des ouais. LR. Ouais. Mardi, c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Ça va être le défilé à Colombey-les-Deux Églises. Oui. Et finalement, en annonçant dès maintenant son allocution de mardi soir à 20h, il sait qu'il va occuper une bonne partie, voire si ce n'est tout l'espace médiatique sur la journée de mardi. Mardi matin, ça va être déjà l'actualité. Donc ça permet d'éclipser le débat des LR du lundi soir, ça permet d'éclipser tout au long de la journée le défilé qui va se passer à Colombey-l'Église. Ça lui permet en fait de reprendre cet espace, d'éclipser tous ses concurrents finalement à la présidentielle à 5 mois et demi. Vous voulez dire qu'il est en l'élection. campagne? Il est en campagne présidentielle? C'est ce que vous essayez de nous dire? Il est du moins en pré-campagne, mais en tout cas, ce choix de mardi 9 novembre, à mon avis, a été réfléchi. En fait, à la base, cette allocution, on l'avait dit du côté de l'Élysée, c'était prévu pour à l'automne. Ce matin, on me disait encore, non, ce sera pas pour maintenant, ce sera pas pour les prochains jours. Et au final, on y est. En tout cas, sans sortir les boules de cristal, il va pas arriver comme Joe Biden en disant, ça serait bien de rendre la vaccination obligatoire. Ça va être, vous rigolez. Vous rigolez, Philippe Guibert. Ouais, mais il y a un vrai enjeu, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Ça y est, j'ai lâché la bombe. C'est la vague des non-vaccinés qu'on observe. Ça, c'est ce que disent les médecins allemands. Ils disent pourquoi est-ce que la vague reprend en Allemagne? C'est à cause des non-vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a on assume quand même une position est-ce qu'on l'assume en France? Je sais pas. Ils ont moins bien réussi leur politique vaccinale. Exactement, aussi. exactement. Et d'ailleurs, aussi, sans être un grand fan du pass sanitaire, qui a plein d'inconvénients par ailleurs et qui est un peu lourd, il faut bien reconnaître, il faut bien admettre qu'on est passé de 45-50% de vaccinés début juillet à 80-85% aujourd'hui. Et donc c'est peut-être aussi pour cette raison qu'on a une vague moins importante pour l'instant, restons la question, qu'en Allemagne. C'est le prolongement jusqu'en juillet en fait. Le vrai sujet, c'est qu'on aura une élection présidentielle et législative sans aucun débat devant la représentation nationale sur des bilans d'étables, sur la question sanitaire. Et donc on peut pas sans arrêt, et là je pense que Maxime sera d'accord avec moi, limiter la liberté des libertés individuelles. Ça me fait tellement plaisir. Je savais qu'on aurait... Si vous voulez, je peux vous laisser. Hein. Qu'est-ce que vous faites après? Maxime, vu que ça part complètement en vrille. Non, déjà, je déteste je déteste par avance les prochains jours auxquels on va assister. C'est-à-dire qu'on assiste à ce qui peut avoir de pire dans notre régime, c'est-à-dire quelqu'un, accessoirement président de la République, qui décide sans qu'on sache vraiment comment, avec qui l'entoure, dans un conseil de défense dont on n'a pas tellement, on va dire, les secrets internes. C'est lui qui choisit qui y participe pas. Donc, est-ce normal que dans un pays où on se vante en permanence d'avoir une assemblée, un Sénat, un contrôle parlementaire parfait, que ce soit un seul homme qui décide et qu'on soit suspendu à ses lèvres jusqu'à mardi soir 20h pour une décision aussi importante ou dans un moment aussi important que celui-ci? Je ne suis pas sûr. Ensuite, concernant le pass sanitaire, je suis totalement d'accord sur ça, mais plus que le prolongement qui est maintenant acté, c'est la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire qu'on vante depuis des jours que nous sommes le pays qui avons le plus débattu de cette question. Quand, lors de l'étude de ce pass sanitaire, on se vante d'avoir étudié 1200 amendements en 20 heures, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure preuve que notre démocratie fonctionne bien. Ensuite, quand on a un Sénat qui nous explique que c'est beaucoup trop dangereux de laisser un tel dispositif après des élections présidentielles, qui veut le ramener en février, que ça retourne devant l'Assemblée, qu'il y a un ministre qui nous dit, bon, écoutez bien les cocos, de toute façon, la mise en garde du Sénat, il a utilisé le mot les cocos, c'est faux, mais qui se pose devant l'Assemblée en disant qu'en quelque sorte, le Sénat, on s'en fiche, et nous, et ce que le gouvernement veut, c'est ça, et donc c'est ça qui doit s'appliquer. Moi, je trouve que c'est un fonctionnement qui est totalement anormal, c'est bafouer absolument tout ce qu'on vend depuis le début de cette crise. Et vous êtes d'accord avec Jeannette Bougrab, ce qui évidemment vous fait plaisir à vous aussi. Mais bien sûr. Dans un instant, on revient avec Maxime Yeddo, Jacques Serret, Jeannette Bougrab et Philippe